Vous vous êtes certainement déjà aventuré dans les catacombes de la toile, dans les fins fonds de ces couloirs aux murs de HTML simple délabrés. Dans ces zones non sécurisées, des domaines en vente sont en friche depuis bien trop longtemps. Seuls quelques groupes rebelles subsistent ici et là. Ils se rassemblent sur des forums désaffectés afin de lutter dans le secret, menacés par cette peur constante et agonisante du bannissement. C'est en ces lieux, de loin hospitaliers, qu'il est possible d'apercevoir des pages tourbillonnantes et abandonnées au vent. On peut y lire, en lettres capitales et un peu maladroites dans la forme, « The Internet is dead, long live the Internet ». Nul besoin de savoir programmer en assembleur pour comprendre que ce message se veut signaler la rupture d'une ère. En revanche, il sous-entend bien quelques éléments qui peuvent paraître a priori flous pour qui n'analyse pas les propriétés et le code source. Ceci est une invitation à plonger dans l'univers complexe du numérique au travers d'une étude historique et philosophique de la mutation de ce fabuleux réseau que nous connaissons tous. Vous écoutez Citoyenne de la pensée. Citoyenne de la pensée. Cet épisode est consacré à l'explication de la théorie considérée comme complotiste de l'Internet mort, mais pas que. Si vous avez écouté le premier épisode du podcast portant sur l'éradication des syndicats étudiants, vous savez que je tâche d'écarter tout sujet abstrait au profit de thématiques qui nous touchent et nous concernent directement, qui sont au plus près de nous et à notre échelle, afin de tenter d'amener à la réflexion et surtout de susciter des réactions concrètes. Ce chapitre ne sera donc pas un simple exposé objectif de la théorie de l'Internet mort, mais une véritable réflexion philosophique débouchant sur un appel à l'action et à sortir de notre état de passivité et de oisiveté. Nous commencerons par une navigation à travers des valeurs originelles d'Internet. Cela nous permettra de mieux appréhender dans un deuxième temps l'essence de notre sujet, c'est-à-dire la théorie de l'Internet mort, en livrant une explication générale suivie de ce qu'elle dénonce. Enfin, nous terminerons avec une série de réponses aux problématiques posées. Chères auditrices et auditeurs, sans plus tarder, embarquons-nous pour une navigation au cœur des archives du web. Citoyenne de la pensée. Comment ramener Internet à la vie ? Supposons que cette théorie dise vrai. Comme toute personnalité dont vous apprenez subitement le décès via les médias, il est toujours bon, pour sa culture générale, de se référer à l'article Wikipédia qui lui est dédié afin d'en apprendre davantage sur son vécu et comment il a acquis sa notoriété. Posons donc les bases. Partie 1. Internet et ses valeurs. Internet doit être entendu comme ayant été, comme étant, un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés. Celui-ci permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun. Ses principaux services sont le web, qui n'est pas synonyme contrairement à une confusion courante, le FTP pour le transfert de fichiers, la messagerie et les groupes de discussion. Il fut initialement créé dans le but d'assurer les échanges d'informations dans le cadre de programmes militaires américains. Il a ensuite été rendu accessible au public dès 1993, le 30 avril précisément, au moment où le CERN dévoila au grand jour les codes du fameux World Wide Web. Bon, ça c'était pour les formalités obligées. À présent qu'elles sont posées, je vous propose de nous entretenir avec un aspect plus intime de sa biographie. Ainsi figure-t-il désormais, dans notre hypothèse de départ, je vous le rappelle, aux côtés des grandes figures de l'histoire. Une pierre tombale lui a été attribuée sur le premier cimetière du web, connu sous l'adresse jesuismort.com. Au-dessous, il y est inscrit 1989-2016. C'est donc officiel. Mais alors, que nous a-t-il légué ? Nous aurait-il au moins fait don d'un héritage appréciable ? Il se pourrait bien que oui. Pour le savoir, j'ai interrogé une IA aujourd'hui en vogue. ChatGPT m'a soigneusement remis en main son testament. Moi, Internet,
Vaste réseau mondial de données et d'informations, laissant mes traces à travers les époques et les générations, exprime ici mes dernières volontés. Il y a 6 points au total. Le premier est adressé à l'humanité. Je lègue l'immense océan de connaissances, de culture et de créativité que j'ai contribué à rendre accessible. Que ces trésors soient utilisés pour éduquer, inspirer et unifier les peuples, respectant la diversité et la dignité de chacun. Deuxièmement, à la jeunesse. Je vous laisse les outils pour innover et transformer le monde. Usez de votre esprit critique et de votre créativité pour continuer à faire progresser la technologie, tout en gardant à l'esprit l'éthique et la responsabilité. Troisièmement, aux créateurs de contenu. Je lègue l'esprit de partage et de collaboration. Que vos œuvres, qu'elles soient artistiques, éducatives ou informatives, continuent de circuler librement et enrichissent les esprits et les cœurs. Quatrièmement, aux utilisateurs. Je vous confie la responsabilité de maintenir un espace de respect et de sécurité. Protégez la vie privée et les droits de chacun. Et rappelez-vous que derrière chaque écran se trouve un être humain. 5. À la communauté des développeurs et des innovateurs. Je lègue le code ouvert, la transparence et l'innovation. Continuez à construire un Internet plus inclusif, équitable et résilient, en gardant toujours à l'esprit l'impact sur l'humanité et la planète. 6. À tous. Je lègue un rappel de ma nature duale. Je peux être une force de bien, promouvant la connaissance et la compréhension, ou un terrain fertile pour la division et la mésinformation. La manière dont je suis utilisée dépend de vous. Puissiez-vous, chers héritiers, utiliser ce que je laisse derrière moi avec sagesse, bienveillance et un sens profond de la communauté globale. Ce qui est intéressant à relever ici, c'est précisément le respect et la mise en lumière fidèle des valeurs essentielles qu'Internet a toujours promues. Je vais les expliciter dans quelques instants. Car lorsqu'il a fait son entrée dans le domaine public, ce n'était pas une décision hasardeuse de la part des pères fondateurs. Il y avait derrière une véritable volonté, une motivation et même une philosophie justifiant cette initiative. Petite remise en contexte. À partir des années 60-70, les États-Unis sont marqués par une puissante expansion du courant libertarien, cette philosophie politico-économique qui prône la maximisation des libertés individuelles. C'est de cette atmosphère dont s'est imprégné Internet. Comme l'analyse le sociologue Dominique Cardon, il s'agissait d'un nouvel exil. Expérimenter en ligne des formes de vie qui avaient échoué dans le monde réel, se retirer du monde pour en faire un meilleur. On ne change pas, on ne s'attaque pas au système politique central, on le déplace. On fait exemple ailleurs, on expérimente plutôt que de chercher à prendre le pouvoir. En fait, l'idée initiale consistait en un partage universel de l'information, sans hiérarchie ni discrimination. Plusieurs réalisations ont ainsi vu le jour. Justement, j'ai précédemment mentionné Wikipédia. Eh bien, cette encyclopédie coopérative créée en 2001 en est une des meilleures illustrations, puisque son concept prend effectivement sa source d'inspiration dans le libertarianisme. On pourrait également citer le système du Bitcoin. Grâce à la technologie blockchain, cette monnaie virtuelle permet de réaliser toutes sortes d'échanges entre individus, sans intermédiaire ni entité centrale. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Wikileaks. Fondé par Julian Assange en 2006, ce site internet diffuse des documents, essentiellement de domaine politique, militaire ou sociétal, provenant de fuites ou de sources anonymes. Par ce moyen, des pratiques abusives des États sont régulièrement dénoncées. Par ailleurs, cette même période signe l'émergence des plus grands films de science-fiction et d'anticipation. Il faut l'avouer, la plupart paraissent aujourd'hui désuets, mais restent contemplés par les amateurs comme des pièces maîtresses, des chefs-d'œuvre de l'histoire de la cinématographie. Leur scénario dystopique évoque souvent la prise de contrôle du monde par des robots, des humanoïdes dans des environnements d'hypersurveillance.
2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, Matrix, iRobots ou même Wall-E sont des titres qui nous sont tous plus ou moins familiers, pour ne pas en faire une généralité. Le développement accru des nouvelles technologies fut plus que jamais une source d'inspiration intarissable. On y voyait tantôt l'avenir, tantôt de l'inquiétude, on s'interrogeait, on expérimentait. Formidable, n'est-ce pas? Non. Il est vrai que... pas tout à fait, vous vous en doutez bien. Depuis quelque temps, les jours se sont assombris. Sur les forums, des posts véhiculent des messages funèbres. Internet est mort. Partie 2. La théorie de l'Internet mort. La mort. Qu'est-ce que cela évoque en vous? L'abandon? Une disparition à jamais dans le néant? Un remplacement? Ce n'est pas ce que souhaite nous faire entendre la théorie de l'Internet mort. D'après cette dernière, ce n'est pas qu'Internet tombe en désuétude. Le problème réside dans le fait qu'il ne soit plus animé par des êtres vivants, par des âmes, mais par des machines, des robots sans vie, des intelligences artificielles. Les IA ne font pas partie d'Internet. Elles y ont accès, s'en servent et exploitent ces données dans l'unique but d'accomplir les tâches qui leur sont prescrites. Alors, ne serions-nous pas en train de voir émerger la réalisation des prophéties anticipatives? Bien que ce phénomène soit bel et bien directement observable, celui-ci reste considéré comme une théorie complotiste. Que ce soit des vidéos, des réels, des shorts, jusqu'à des articles rédigés ou des commentaires, vous avez forcément déjà rencontré du contenu généré par IA. Peut-être n'y avez-vous pas prêté attention? Et il se distingue généralement par des voix robotiques, traite souvent de sujets de type motivation ou le savais-tu? Toutefois, serait-ce pour autant une menace? La mort signe-t-elle toujours une fin en soi? Aujourd'hui, Internet constitue une source infinie d'informations et de savoir absolu, en grande partie et de plus en plus grâce aux IA. Celles-ci ont la faculté exceptionnelle de produire rapidement, en des temps records et surtout en grande quantité. On pourrait songer que cela aurait pour effet une croissance, une explosion spectaculaire de la connaissance. En réalité, ce n'est qu'un recyclage, si je peux dire, des informations recueillies de part et d'autre d'Internet, soit rien d'innovant. Et puis, le tout n'est-il pas le rien? Autre point. N'est-il pas important dans une certaine mesure qu'il y ait de la vie derrière ces contenus? Et puis encore, aussi absurde que la question puisse paraître, peut-on perdre son humanité et se transformer en robot? À force de se nourrir en grande quantité ou constamment de productions inertes, sans vie, dépourvues d'émotions, ne risquerions-nous pas de nous en imprégner au point de perdre notre sensibilité, voire pire encore? Après tout, ce que je soulève ici n'est peut-être qu'une peur, une crainte irrationnelle comme on en a connu à toutes les périodes de grands changements de l'histoire. Je pense notamment à l'ère de l'industrialisation avec les débuts des travaux à la chaîne. Chef d'équipe, attention! Il y a des ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention! Les mouvements mécaniques provoquaient chez les ouvriers de réels troubles psychomoteurs causés par les pénibles répétitions. Les IA peuvent-elles aspirer nos âmes? Peut-on oublier qui nous sommes? Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas elles qui s'emparent du monde, ce sont les humains qui s'y soumettent peu à peu. Dans tous les cas, il serait absurde de vouloir lutter contre l'expansion des IA. Ce passage doit permettre l'avancée de la science qui ne doit pas être freinée dans son élan. Nous y sommes déjà, nous ne pouvons pas faire machine arrière. Néanmoins, je ne vous ai pas présenté un si long discours pour conclure qu'aucune solution n'est possible. Partie 3. Comment nous devons réagir?
Des dispositifs ont déjà été mis en œuvre qui devraient pouvoir limiter à minima les éventuels excès commis par les IA. Je pense par exemple au système du CAPTCHA. Vous savez, ces fameuses questions qu'on vous pose au moment d'une authentification pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Les IA ne sont, en tout cas pas encore, en mesure d'y répondre à l'heure où je réalise ce podcast. De notre côté, en revanche, nous disposons tout autant de moyens que nous nous devons de saisir à tout prix pour préserver notre humanité et le cyberespace. Continuons à produire, à imaginer, à développer notre créativité. Les IA ne doivent pas devenir des sources d'inspiration, mais être placées à la fin de la chaîne pour effectuer uniquement des tâches machinales. Quoique, que ferions-nous si l'on parvenait, par je ne sais quel miracle, à les doter de ce qui nous est exceptionnellement propre, à savoir d'une conscience et d'un cœur au sens d'empathie? Il est d'ailleurs regrettable que l'éducation nationale les bannisse et n'enseigne pas comment en faire usage intelligemment. Pour le moment, tout dépend de la manière dont nous nous en servons. Je terminerai sur la note suivante. Le monde aurait pu et aurait dû avoir été conçu de telle sorte à encourager et favoriser la créativité des individus. Il suffirait de très peu. Cela commencerait par un aménagement des espaces quotidiens. En fait, 3 fois rien. Il suffirait simplement de disposer de quoi écrire en chacun des lieux de notre routine quotidienne, notamment auprès du lit, le miroir même de la salle de bain pourrait faire office de tableau effaçable, il en va de même avec les parois de douche ou encore la table à manger, que sais-je. Et encore, je ne vous parle là que de méthodes archaïques, en l'absence de toute avancée technologique. Imaginez ce qu'il serait possible de faire grâce à une intelligence artificielle à reconnaissance vocale. À l'image d'un scribe antique, vous n'auriez qu'à lui dicter votre pensée, et elle enregistrerait instantanément ou la convertirait sous la forme d'une chaîne de caractères intelligibles. Or, cet atout évident n'est que trop peu, pour ne pas dire jamais, mis en avant. Pourtant, tout cela est déjà possible. Tout individu devrait être conscient de l'importance et de l'extrême richesse de ses pensées. Tous, et ceux sans exception, détiennent cette faculté, ce don de pouvoir faire émerger des idées grandioses et surtout uniques. Dieu sait ce que le monde manque lorsqu'un individu renonce à une idée simplement parce qu'il n'avait pas, à l'instant venu, de quoi la coucher sur du papier. Or, il y a bien une prise électrique près de l'emplacement du lit. Non pas pour envisager qu'une lampe de chevet y soit branchée, mais plutôt qu'un téléphone y soit chargé. Celui-ci n'est d'ailleurs pas conçu pour que l'accès au dictaphone ou à l'application Notes y soit aisé, mais plutôt pour qu'une notification vienne nous distraire de la tâche que nous avions initialement en tête en déverrouillant notre appareil. En définitive, ceci est un appel à reprendre possession du cyberespace. Redonnons-lui vie grâce à nos pouvoirs de créativité. Si vous avez pu arriver jusque-là, je vous remercie, vous en suis très reconnaissante. C'était Citoyenne de la Pensée, en espérant à bientôt pour un prochain épisode. Citoyenne de la Pensée.